23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le dernier point de l'information. Le 5e congrès de l'Association des historiens africains se tient en ce moment à Yamoussoukro. Les réflexions portent sur la redynamisation de l'association. Le vice-président de la République, Daniel Kablon-Duncan, y représentait ce mercredi le président de la République, Alassane Ouattara. Les postes à péage de Atenguié et de Saint-Grobo rapportent chaque année 10 milliards de francs CFA offerts. Annonce faite par le directeur général du FER, le fonds d'entretien routier, qui était en visite de travail ce mercredi sur l'autoroute du Nord. Et puis ouverture ce mercredi du Forum africain pour les investissements, une première édition qui se tient à Johannesburg en Afrique du Sud, et c'est à l'initiative de la Banque africaine de développement. Voilà pour les titres. On démarre tout de suite avec la grève des agents de la santé. Le ministre de la fonction publique, Issa Koulibaly, était ce mercredi justement sur le plateau du 20h pour évoquer le sujet. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Déclaration du gouvernement relative au mouvement de grève d'une coordination de syndicats du secteur de la santé dénommée Cordis Santé. Le lundi 5 novembre 2018, des syndicats de personnel de la santé réunis au sein d'une coordination dénommée Cordis Santé ont entamé un mouvement de grève sur la base de 29 points de revendication regroupés en 5 axes à caractère financier, administratif, académique, professionnel et technique. Informé du mot d'ordre de cette grève, le gouvernement a intensifié des rencontres d'échange avec les 2 syndicats, étant entendu que le dialogue n'a jamais été rompu avec ceux-ci. En effet, plusieurs rencontres, dont un atelier, se sont tenues sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. 2 autres réunions ont également eu lieu les dimanches 4 et lundi 5 novembre 2018 avec ces syndicats de la santé, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, sous la présidence du ministre de la fonction publique. Il est à noter qu'à l'issue de ces différentes rencontres, plusieurs points de ces revendications ont été satisfaits. Aussi, les autorités gouvernementales ont appelé les syndicalistes à faire preuve de responsabilité et à lever le mot d'ordre de grève. Malgré cette volonté manifeste du gouvernement à privilégier la voie du dialogue approprié à l'examen des autres points de revendication, ils n'ont pu entendre raison. Au surplus, le gouvernement s'étonne que les membres de la Cordis Santé, bien qu'ayant bénéficié des acquis du protocole d'accord portant trêve sociale, notamment le paiement du stock des aérés, la bonification indiciaire, veuille remettre en cause les clauses de la dite trêve sociale. Et pourtant, conformément aux dispositions de la loi numéro 92-571 du 11 septembre 1992, fixant les modalités de la grève dans les services publics et des articles 3 et 5 du protocole d'accord portant trêve sociale, signé le 17 août 2017, cette grève est totalement illégale. C'est pourquoi, premièrement, le gouvernement invite Cordis Santé à mettre fin sans délai à la grève et à revenir à la table des négociations conformément au protocole d'accord portant trêve sociale. Deuxièmement, le gouvernement lance un appel à l'endroit des centrales syndicales et des faîtières de syndicats afin de jouer pleinement leur partition pour le respect de leurs engagements pris dans le cadre du protocole d'accord portant trêve sociale. Troisièmement, le gouvernement entend immédiatement prendre à cet effet des mesures prévues par des dispositions légales et réglementaires, à savoir de la réduction proportionnelle à la suspension intégrale de la solde des grévistes, la réquisition du personnel de santé pour assurer le fonctionnement régulier des services publics de santé
au profit des populations, la révocation des grévistes récalcitrants, des poursuites pénales à l'encontre des grévistes auteurs de violences et de voies de fait. Fait à Abidjan le 07 novembre 2018. Et on reste dans le domaine de la santé pour évoquer la deuxième édition de la journée mondiale Une seule santé, journée qui s'est tenue hier mardi 6 octobre, ici même à Abidjan. Retour sur la cérémonie avec Christian Dago et Didier Nguessa. Maladie à virus Ebola, fièvre de Lassa. Près de 75% des nouvelles maladies qui ont affecté l'homme au cours de ces dernières années sont d'origine animale. Pour une meilleure prévention de ces pathologies, la plateforme nationale Une seule santé a vu le jour en 2017. Elle est axée sur la santé humaine, animale et environnementale. 3 axes dont les actions seront désormais optimisées au sein de la plateforme. Cette approche a l'avantage de prévenir de façon efficiente les maladies, de sauver des vies et aussi de réaliser des économies évaluées à près de 200 millions de francs CFA. Une seule santé est une approche holistique, une approche interdisciplinaire qui permet donc de faire de la collaboration entre les différents acteurs de la santé, santé animale, santé humaine et santé de l'environnement, pour pouvoir résoudre des problèmes complexes, des problèmes très complexes, notamment des problèmes tels que l'émergence des maladies comme la grippe aviaire, la maladie Ebola, le virus à Ebola, et donc toutes ces pandémies qui causent des problèmes de sécurité sanitaire dans le monde. La collaboration elle doit être durable, être à long terme. Il faut, les défis, c'est aussi d'éviter les problèmes de personnes, les problèmes de professionnels. Les autorités ivoiriennes, soutenues par les partenaires techniques et financiers, notamment l'Organisation mondiale de la santé, se sont engagées à travers le Programme mondial de sécurité sanitaire, un programme qui a démarré le 15 février 2015. Après le Mali en 2001 et le Rwanda en 2006, la Côte d'Ivoire abrite actuellement, depuis donc hier, le conclave des historiens africains. Vous le voyez en image, le 5e congrès de l'Association des historiens africains. Les réflexions portent sur la redynamisation de l'association, entre autres. Et le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, y représentait ce mercredi le président de la République, Alassane Ouattara. Modestement avec vous quelques-uns des nombreux défis de notre continent. Défis dont certains connaissent une acuité nouvelle et souvent dramatique. Car les intellectuels africains, d'une manière générale, et les historiens en particulier, doivent se les approprier constamment dans leurs analyses et réflexions afin d'aider les dirigeants africains à les relever ces défis. Premièrement, la sécurité. Deuxièmement, la paix et la stabilité politique, condition préalable à tout développement. Troisièmement, la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l'homme, la justice et l'état de droit. Quatrièmement, une croissance inclusive et un développement durable. Le 5e défi, et non des moindres, concerne l'investissement dans le capital humain, et particulièrement le capital jeune, à travers l'éducation, la formation, mais aussi on oublie souvent l'alphabétisation des adultes. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, apporte son soutien et celui du gouvernement aux populations du sous-quartier de Bokobo. C'est dans la commune d'Abobo, des populations qui ont fait les frais des fortes pluies qui se sont abattues lundi dernier sur le district d'Abidjan. Ahmed Bakayoko est allé s'enquérir de la situation. Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, apporte le soutien et la compassion du gouvernement aux populations du sous-quartier de Bokabo dans la commune d'Abobo, touchées par les pluies qui se sont abattues le lundi dernier à Abidjan. Des ruelles rendues impraticables, des quartiers coupés à la circulation et du reste de la ville. Véritable problème pour les habitants du quartier de Bokabo, dont des cours ont été inondés. Il y a eu une urgence, il y a une situation particulière. En tant que responsable politique, en tant que maire élu, avant mon installation déjà, me rendre compte de la situation. Par ailleurs, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a pu se faire une idée du fonctionnement des bassins d'orage dans la commune. Abobo est un plateau élevé. J'ai vu qu'il y a à peu près 22 bassins d'orage, dont 11 qui sont aménagés. Donc il y a encore 11 à aménager. Et nous allons donc inscrire ces préoccupations dans nos priorités, parce que ça cause beaucoup de problèmes aux populations, des problèmes de santé.
Je suis attaché à faire en sorte que nos populations vivent dans de meilleures conditions. Une visite qui aura permis au ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, de toucher du doigt les préoccupations des populations d'Abobo. Les postes à péage d'Atenguié et de Saint-Grobo rapportent chaque année 10 milliards de francs CFA au fer. Annonce faite par le directeur général du FER, le Fonds d'entretien routier, Dabi Lanciné, qui, accompagné de partenaires marocains, était en visite sur l'autoroute du Nord ce mercredi. Il est allé apprécier l'état de l'autoroute 4 ans donc après sa livraison. Francis Boifou. Autoroute du Nord, c'est l'une des grandes voies de la Côte d'Ivoire. Les statistiques indiquent 8000 véhicules en circulation par jour entre Abidjan et Yamoussoukro avec 2 postes à péage. Dans le budget actuellement du fonds d'entretien routier, vous avez près de 10 milliards que nous avons annuellement dans le péage. Mais ces ressources servent essentiellement à rembourser le prêt contracté pour la réhabilitation du tronçon Abidjan-Saint-Grobo qui s'est opéré en 2014. Mais également au fonctionnement, mais ensuite à la gestion des autres problèmes que nous constatons sur l'autoroute. Pour gérer le flux de véhicules au quotidien, de nouveaux équipements ont été installés au poste à péage d'Atingué et de Saint-Grobo. J'ai trouvé que des accords et des paiements avaient été faits pour l'équipement des postes de péage de Grand Bassam. Et ce poste n'étant pas ouvert au péage, nous avons récupéré ces équipements et faire des investissements complémentaires à hauteur de 3 milliards pour qu'effectivement nous puissions réhabiliter les postes de péage de Atengué et Saint-Grobo et Thomasé et Moapé. Et maintenant, nous allons lancer incessamment, certainement le mois prochain, le chantier de Grand Bassam. La Côte d'Ivoire bénéficie de l'expertise technique du Maroc dans la construction et la gestion des autoroutes, ainsi que des postes à péage. Ce mercredi, des experts du royaume chérifien étaient sur le terrain pour évaluer le système de prélèvement des taxes au passage des véhicules. Nous avons noté quelques problèmes de fissuration qui sont tout à fait normaux avec la dérive de chaussée. Je précise qu'il faut intervenir tôt, parce que si on intervient un petit peu tard, c'est le coût qui devient très élevé. Nous avons également examiné lors de cette mission le système de péage qu'il y a. C'est le système qu'il faut avoir. Maintenant, il y a des axes d'amélioration. Nous, au niveau de Maroc, on avait passé par un certain nombre de difficultés. On a trouvé la solution et aujourd'hui, notre mission, c'est d'échanger toute cette expérience. Ces experts marocains sont en Côte d'Ivoire pour prendre également part au Salon des infrastructures d'Abidjan. L'événement démarre ce jeudi 8 pour s'achever le samedi 10 novembre prochain. Et on reste avec Francis Boifo pour évoquer les importants travaux annoncés donc sur l'autoroute du Nord, des travaux qui vont entraîner des déguerpissements, les occupations anarchiques en premier. Et c'est une mesure qui s'inscrit dans le cadre des travaux de modernisation des installations sur l'axe Abidjan-Yamoussoukro. Bientôt, des travaux d'entretien à certains endroits de l'autoroute du Nord et la construction de nouvelles infrastructures le long de la voie pour faciliter le stationnement des véhicules et améliorer la sécurité des usagers. Cette annonce du directeur général du Fonds d'entretien routier FER entraîne des mesures vigoureuses allant jusqu'à la destruction de certaines sociétés. En tout cas, pour celles qui n'auraient pas respecté les normes. L'emprise de l'autoroute part de 100 mètres de l'axe de l'autoroute, de part et d'autre, quand nous sommes en ville, mais également 500 mètres dans les périurbains et 1 km dans la zone rurale et en rase campagne. Aujourd'hui, nous constatons une occupation sauvage du domaine concédé au fonds d'entretien routier par des entreprises sans l'autorisation du fonds d'entretien routier. Un cabinet est commis pour répertorier toutes les entreprises installées dans ces domaines parce qu'il y a malheureusement des entrées et des sorties sauvages qui peuvent provoquer des accidents. Non seulement cela, mais également il y a des droits d'occupation de domaines publics qui vont être prélevés
à compter du 1er janvier 2019. Il est également annoncé la mise en place d'une brigade de sécurité pour empêcher les installations anarchiques aux abords des voies et mieux assurer la sécurité des automobilistes et autres usagers. On poursuit en images, toujours dans le même sujet, des travaux également annoncés sur l'axe Thiébissou-Boaké, long de 95 km, des travaux qui vont débuter le 28 décembre prochain pour durer 36 mois, financés par la coopération chinoise. L'autoroute Thiébissou-Boaké va coûter plus de 165 milliards de francs CFA et mobiliser plus de 1200 ouvriers ivoiriens et chinois. Notez que la cérémonie de lancement officiel de ces travaux est prévue pour le 29 novembre prochain. Ce sera à Boaké et en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ouverture ce mercredi du Forum africain pour les investissements, une première édition qui se tient à Johannesburg en Afrique du Sud et c'est à l'initiative de la Banque africaine de développement. On en parle avec notre envoyé spécial Jean-Louis Gbangbo. Le continent africain est reconnu pour sa richesse en opportunités d'investissement. Des opportunités qui ont toutefois du mal à se traduire en projets de développement durable et rentable. C'est pour combler le fossé entre le capital disponible en Afrique et les projets bancables que se tient ce premier marché de l'investissement. C'est une plateforme sur laquelle nous appelons les gouvernements, le secteur privé, les promoteurs de projets et les investisseurs pour accélérer les transactions. Financer les besoins en développement du continent exigerait plus de 344 000 milliards de francs CFA par an d'après les estimations. Nous allons mettre au point des projets, réduire les risques de ces projets, accélérer les projets, boucler les transactions. Mais surtout, nous prenons l'engagement d'accélérer le développement de l'Afrique. Nous ne sommes pas ici pour parler d'aide, nous sommes ici pour parler de développement. Ce marché novateur de l'investissement réunit des promoteurs de projets, des fonds de pension, des investisseurs privés, des décideurs et des chefs de gouvernement afin de mobiliser des capitaux à même de transformer les secteurs économiques, agricoles et industriels de l'Afrique. C'est un forum important. Ici, l'opportunité est donnée au pays de présenter les projets emblématiques, les projets importants, les projets porteurs, les projets structurants que les budgets ne peuvent pas supporter. L'accent est mis ici sur la conclusion et la signature d'accords, la sélection et l'amélioration des projets. Cet événement est surtout une plateforme pour attirer les co-investisseurs, faciliter les transactions afin de libérer des opportunités d'investissement. Retour en Côte d'Ivoire, direction Grand Bassam, la cité balnéaire abrite la 9e conférence régionale de l'international de l'éducation, qui est une rencontre régionale et un cadre de réflexion des acteurs du monde éducatif et syndical. Notez que la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kondia Kamara, a ouvert officiellement les travaux hier mardi. C'était en présence de Moussa Coulibaly et de Walter Amadou Ouattara. Environ 400 délégués venus de 52 pays d'Afrique et plusieurs observateurs internationaux à Grand Bassam. Ils participent à la 9e conférence internationale de l'éducation Région Afrique. À cette rencontre, décideurs, acteurs, partenaires et syndicats de l'action éducative planchent sur des thématiques pour une école de qualité en Afrique. À l'ouverture des travaux, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, également parrain de cette édition, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kondia Kamara, a exhorté les participants à plus de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions. La complexité des problèmes et l'urgence d'y apporter des réponses appropriées nous invitent à aller au-delà de nos missions respectives pour offrir le meilleur de nous-mêmes. Et ce, dans l'optique d'une pédagogie par l'exemple à tous les niveaux de responsabilité. Plusieurs défis restent encore à relever, mais les participants sont confiants face à la volonté du continent pour donner une éducation de qualité. Il y a beaucoup de défis, mais en même temps, il y a beaucoup de solidarité, de bonnes idées et de volonté politique de faire une bonne chose pour tous les citoyens de tous les pays d'Afrique.
Ce sont des échanges qui vont nous permettre de s'enrichir mutuellement et de pouvoir booster l'éducation au niveau de nos pays. Les résultats des travaux de cette 9e conférence régionale sur l'éducation à Grand Bassam seront connus au soir du 9 novembre prochain. C'est la 2e fois en 20 ans que la Côte d'Ivoire abrite ses assises. Voilà l'international de l'éducation qui se tient en ce moment donc à Grand Bassam. On parle bonne gouvernance à présent. L'inspecteur général d'État, Théophile Awa Ndoli, a pris part du 22 au 28 octobre dernier à la 6e édition du colloque international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées. Au cours de cette rencontre qui a vu la tenue de l'Assemblée générale du Forum, Awa Ndoli, Théophile a insisté sur la nécessité des États membres de l'organisation de rechercher des moyens et autres stratégies pour mener à bien leur mission. Alexis Oudraogo. L'inspecteur général d'État de Côte d'Ivoire était des 22 au 28 octobre dernier en mission à Nouakchott, Mauritanie, puis à Dakar, au Sénégal. À Nouakchott, Théophile Awa Ndoli a pris part au colloque international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées, FIGE. Autour du thème « La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption au service du développement et de la sécurité », le colloque a permis à l'IGE d'inviter les États membres du Forum à la recherche efficace de moyens et stratégies en vue de renforcer le rôle de leur institution en matière de bonne gouvernance. La rencontre, qui en est à sa 6e édition, a vu la tenue de l'Assemblée générale du FIGE. Après la Côte d'Ivoire, c'est désormais la Mauritanie qui tient la présidence de l'institution. La Côte d'Ivoire reste toutefois inscrite comme membre permanent du comité directeur et obtient le poste de direction de l'Institut de formation du Forum. L'une de nos satisfactions est le fonctionnement régulier de notre organisation commune. Nous avons réussi à honorer les différentes échéances. Dans cette même logique, nous avons organisé les 23 et 24 juin 2018 à Abidjan la 8e réunion du comité directeur et un colloque international sur le thème « Quelle inspection générale d'État pour la promotion de la bonne gouvernance en Afrique ». Ces colloques ont permis d'identifier des pistes de réflexion sur les stratégies de lutte contre la corruption, ainsi que les voies et moyens qui devraient permettre aux inspections générales d'État africaines et autres institutions assimilées de mieux contribuer à la promotion de la bonne gouvernance. À Dakar, l'inspecteur général d'État a eu une séance de travail avec son homologue du Sénégal, rencontre qui a porté sur le fonctionnement des 2 structures dans les différents pays, moment aussi de partage d'expériences en matière de contrôle interne. Et on poursuit en image le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme auprès du ministère de la Justice et des droits de l'homme renforce les capacités de son personnel. Les membres de ce bureau sont désormais outillés. Ils ont été formés sur les thématiques liées à la question des droits de l'homme et à ses implications. On s'intéresse à présent à la rencontre entre le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, et le directeur général de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. C'était à Rome, en marge de la conférence ministérielle Italie-Afrique, où le ministre Ali Koulibaly représentait justement la Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué la coopération existant entre cette institution dont on ne souligne jamais assez l'importance, et la Côte d'Ivoire, un pays qui a la réputation d'être un grand pays agricole. Nos entretiens ont porté sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour renforcer cette coopération, notamment sur un sujet d'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire la migration. Pour le développement de l'agriculture, nous avons besoin de main-d'œuvre et nous avons besoin de notre jeunesse, et la FAO peut apporter un appui considérable pour que nous puissions, à travers l'agriculture, créer les conditions d'un épanouissement pour notre jeunesse.
Le 10 novembre prochain, date retenue pour la tenue à Grand Bassam de l'Abissa spéciale. Mais avant, une cérémonie de purification de la place Abissa a eu lieu ce mercredi. Les Comians ont communiqué avec les MAN afin que la fête de samedi se déroule dans de bonnes conditions. C'est ce que nous rapporte Issa Yeo. Grand Bassam, place de l'Abissa ce mercredi. Les Comians accompagnés des notables du roi sont en pleine communion avec les esprits. Objectif, conjurer le mauvais sort après le vandalisme et la souillure de l'espace par des jeunes en colère. Moutons, poulets, des œufs, bref, tous les ingrédients sacrificiels sont réunis pour implorer les mânes des ancêtres afin que l'Abissa spéciale se passe dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, les mânes ont accepté parce que la purification a réussi. Ça a été clair. Les poulets, ce qu'on a demandé aux jeunes, c'est ce qu'ils ont fait. Et nous avons fait le travail que les jeunes ont demandé. Parce que c'est leur travail qu'on suit. Ce qu'on nous dit de faire, c'est ce qu'on suit. La route qu'on a suivie, ça a été clair. Et ils ont accepté. Je dis maintenant, il n'y a plus de problème comme à Grand Bassam ici. L'Abissa est un moment de partage, de fraternité et de cohésion sociale. La séance de purification vient renforcer le vivre ensemble entre les fils et filles du peuple Nzima Kotoko. Il faut faire confiance à la sagesse d'Nzima pour trouver une solution à la situation qui se présente actuellement. Nous trouverons une solution à nos contradictions qui sont inhérentes à l'existence de toute société. L'essentiel, c'est de pouvoir trouver les forces nécessaires pour pouvoir résoudre ces conflits internes. Et je pense que nous serons en mesure de le faire. Que c'est une manifestation importante car au-delà de l'aspect physique, c'est aussi un appel à la population pour taire les rancœurs. C'est-à-dire c'est aussi un appel au nettoyage des esprits, au nettoyage des cœurs pour que tous les cœurs soient débarrassés de toute rancœur, soient débarrassés de toute colère, pour que les génies protecteurs de la place et de la communauté puissent s'exprimer et les protéger. L'Abissa spéciale est prévue ce samedi 10 novembre de 16h à 18h à Grand Bassam. Et l'actualité internationale nous conduit ce soir à Madagascar, aux États-Unis, mais avant tout au Cameroun. Le Cameroun où les 79 élèves enlevés dans la nuit du dimanche au lundi 5 novembre dernier ont été libérés ce mercredi. Olivier Riebi, Kolo Koulibaly pour faire le point. Les autorités camerounaises ont annoncé ce mercredi la libération des 79 élèves enlevés lundi dans une école presbytérienne de Bamenda, chef-lieu de la région anglophone du Cameroun. Mais pas de nouvelles pour les 3 membres de l'encadrement de l'établissement enlevés avec eux le même jour. Les conditions dans lesquelles la libération de ces enfants a été obtenue n'ont pas encore été précisées par le gouvernement. La libération de ces écoliers intervient un jour après la prestation de serment de Paul Biya. Environ 10 millions d'électeurs votent ce mercredi à Madagascar pour le premier tour de l'élection présidentielle. 36 candidats sont en lice, parmi eux 4 ex-présidents, 3 anciens ministres, des pasteurs et un artiste chanteur. Une élection test pour le pays régulièrement agité par des crises post-électorales. Les observateurs nationaux et internationaux espèrent un scrutin crédible et transparent afin d'apporter la légitimité nécessaire aux vainqueurs pour la stabilité du pays. La Chambre des représentants du Congrès américain est passée sous le contrôle des démocrates à l'issue des élections de mi-mandat tenues hier. Le Sénat est resté aux mains des républicains. Le Parti démocrate a pris le contrôle de la Chambre des représentants avec 229 sièges contre 206 pour les républicains. Par contre, les républicains conservent le contrôle du Sénat américain avec 53 sièges contre 43 pour les démocrates. Le président Trump a salué la victoire des démocrates à la Chambre, résultat qualifié par les démocrates de victoire historique pour l'équilibre des pouvoirs. Voilà, commentaire de Kolo Koulibaly qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.